En vous proposant les textes qui vont suivre, je souhaite partager avec vous quelques-uns de mes enthousiasmes, quelques-unes de mes réflexions et interrogations sur la difficulté et le plaisir d'être au monde, et surtout le bonheur de me sentir chaque jour davantage un être de relation. Il y a en moi depuis quelques années une ferveur d'exister qui se traduit par une curiosité, des engagements et un appétit de vie qui ne cesse de m'étonner et de m'entraîner parfois bien au-delà de mes possibles. Je me réjouis de votre attention en sachant qu'une parole a toujours deux créateurs, celui ou celle qui l'énonce et celui ou celle qui l'écoute. J'apprends. Je ne cesse d'apprendre, même quand cela me bouscule, même quand je ne peux pas savoir ou que je ne veux pas savoir. J'apprends tous les jours et même dans mes nuits, j'apprends que j'ai des zones d'ombre et d'aveuglement qui ne laissent pas pénétrer ce que pourtant je m'acharne à comprendre. J'apprends à chaque instant que je savais beaucoup de choses, mais pas nécessairement les choses les plus nécessaires à ma vie. Parfois j'apprends vite et quelquefois plus lentement. J'apprends des choses dont je ne savais même pas l'existence et d'autres encore dont je croyais n'avoir jamais besoin. J'apprends surtout à vivre autrement. Avec l'âge, j'apprends à apprivoiser mon souffle qui se dérobe, à écouter les tâtonnements d'un espire quand il se retient et suspend le temps d'une imperceptible éternité. J'apprends à accueillir un expire qui me rassure et me permet de recevoir à nouveau une expiration bienfaisante. J'apprends que je suis devenu plus vulnérable aux risques de la vie. J'apprends à regarder mes mains, à rester songeur devant les veines de mes bras qui dessinent des sillons et des rivières en relief. J'apprends à accepter les taches sur mes mains et sur mon visage, les ridules autour de mes yeux, ce pli de fatigue qui ne me quitte plus depuis quelques années, tout au coin de la bouche. Et ces légers tremblements de ma mémoire qui cherchent soudain à se rappeler, sans toujours y parvenir, ce que je croyais savoir depuis toujours, et qui parfois se dérobe et me laisse incertain, au bord d'un doute, d'une crainte, celle de ne plus jamais me souvenir. J'apprends à regarder et à reconnaître chacune des marches d'un escalier quand je la descends et à peser plus lourdement sur chacune quand je remonte. J'apprends que ce que je dis n'est pas toujours ce qui est entendu et que ce que j'entends me venant de l'autre peut être différent de ce qu'il m'a dit. J'apprends à ne plus m'irriter quand je ne me sens pas compris. J'apprends à sortir plus vite de ma paralysie, de mes ressentiments, à penser plus vite mes blessures quand l'impact d'un jugement, d'une parole ou d'un geste me paraît si injuste que j'ai envie parfois de disparaître. J'apprends le silence de tous ceux que j'ai perdus et le reflux de mes souvenirs vers des rives chaque jour plus mouvantes, plus lointaines. J'apprends qu'il est des rêves tout proches et qui restent encore inaccessibles. J'apprends à me redresser, à tenir debout, à marcher doucement pour aller jusqu'au bout du jour. J'apprends aussi à me lever avec lenteur, à ne pas hésiter de solliciter l'aide d'un bras compatissant quand mon corps dit sa fatigue et sa lassitude. J'apprends qu'il faut aimer, aimer encore et encore, chaque instant de cette vie qui m'a fait le cadeau de m'accompagner jusqu'à aujourd'hui. Il y a des rencontres magiques.
Il est des rencontres qui surgissent dans notre vie sans prévenir. Il est des rencontres qui ont un caractère magique par la qualité de ce qu'elles révèlent en vous ou chez l'autre. Il est des rencontres qui vous appellent du plus lointain de votre être, du plus lointain de votre histoire. Il est des rencontres qui vont éclairer un parcours de vie d'une lumière féconde pour la transformer à jamais. Il m'arrive ainsi de rencontrer, au sens de découvrir, des personnes non à partir de ce qu'elles sont au moment d'un échange, mais dans un accord évident, spontané, avec ce qu'elles vont devenir ou avec ce qu'elles ont déjà été. Rencontres qui peuvent sembler au premier regard trop précoces, trop rapides, et qui vont cependant se révéler essentielles, décisives, car elles vont inscrire un message, donner un sens nouveau à mon existence ou à celle de l'autre. Et cela souvent à partir de deux directions opposées, l'une concernant l'avenir, l'autre le passé. Pour celle qui se rattache à l'avenir, tout se passe comme si l'attirance, le contact, se faisait à partir d'une potentialité en devenir chez l'autre ou en moi-même, et qui attendait pour se révéler, pour apparaître au grand soleil de l'existence, justement, la rencontre qui vient de se faire. Il ne s'agit ni de voyance, ni de prémonition, seulement d'intuition, d'une sensibilité réveillée, aiguisée, d'une anticipation vibratoire qui va créer des liens subtils, qui jettent des passerelles sur lesquelles vont circuler des énergies nouvelles, des forces de changement, des interpellations ou des découvertes stimulantes. Rencontre étonnée, porteuse de possibles, chargée d'élan, de mouvements imprévisibles, d'une créativité inouïe. Cet ami me disait, j'avais le sentiment que rien de ce qui me concernait n'avait échappé à cette personne que je voyais pourtant pour la première fois, et ses premières paroles me confirmèrent que je n'avais rien à lui cacher, qu'elle entendait sans que je dise, qu'elle écoutait avec son regard au plus profond de moi. Et puis il y a aussi les rencontres liées au passé. Il y a une indicible ferveur à se découvrir dans l'attention, l'écoute, la présence vigilante de l'autre. Rencontres incroyablement confiantes, d'une spontanéité si ouverte qu'elles autorisent en quelques instants les partages les plus fous, les abandons les plus spectaculaires, les élans les plus audacieux. Avec ces rencontres-là, tout se passe comme si un savoir intime, très ancien, reliait les deux personnes qui se rencontrent enfin aujourd'hui, à partir d'une connaissance, naître avec, connaissance, confiante, qui levait toutes les inhibitions. Dès que je l'ai vu, je me suis senti autorisé à lui parler, à partager avec lui ce que je n'avais jamais osé dire ou faire avec personne d'autre avant. Dès notre premier regard, c'est comme si on faisait l'amour avec les yeux. Je l'accueillais, il m'accueillait sans aucune réserve, avec un abandon total. J'ai su tout de suite que c'était avec lui que j'avais envie de faire un bout de chemin. Tout se passe donc comme si ces deux personnes se retrouvaient après de nombreuses vies d'absence, retrouvailles nécessaires de deux êtres, même si c'est la première fois qu'ils se voient. Je ne crois pas que cela relève des vies antérieures, mais plutôt d'un accord vibratoire, très ancien, archaïque, universel, participant d'un savoir immémorial qui, à ce moment précis, se focalise sur deux personnes. Comme si deux vibrations émises il y a fort longtemps, après avoir voyagé, arrivé enfin à destination, pouvaient se rencontrer, se rejoindre, s'unir
telles deux notes qui vont s'accorder, s'harmoniser pour produire un son unique nouveau, chargé d'une énergie, d'une dynamique qui transcende le moment présent, l'unifie et le relie à un tout beaucoup plus vaste que ces deux personnes. Dans ce type de rencontre, surgit le sentiment d'une réconciliation spontanée avec le meilleur de soi et de l'autre, dans laquelle les tâtonnements, les apprivoisements, les hésitations ne sont plus nécessaires. Il n'y a pas d'erreur d'aiguillage, seulement une errance qui se termine avec le sentiment d'une rencontre juste, nécessaire, inscrite dans une évidence émouvante et sereine à la fois. Je souhaite à chacun de pouvoir accueillir dans sa vie l'éruption de l'une ou l'autre de ces rencontres et d'entrer dedans avec tout son cœur. Au-delà de l'étonnement, de la surprise, encore faudra-t-il accepter de se faire suffisamment confiance pour entrer dans le tourbillon d'un imprévisible qui vous accueillera avec tout l'amour et l'immense générosité que récèle la vie. La recherche de la vérité. Ce qu'il y a de difficile parfois dans la recherche de la vérité, c'est que quelquefois on la trouve et qu'on peut la trouver là où l'on ne souhaitait pas nécessairement la rencontrer. J'ai demandé à ma compagne ce qui n'allait pas entre nous depuis quelque temps. Qu'est-ce que j'avais pu faire ou ne pas faire qui avait pu la blesser? C'est alors qu'elle me révéla qu'elle avait commencé une autre relation qui prenait de plus en plus de place dans son cœur. Je me demande encore si je n'aurais pas préféré ne pas savoir, car cela m'a mis devant un choix que je n'étais pas prêt à faire. Parfois dire la vérité, quand on prétend la détenir, c'est prendre le risque de ne pas être entendu. Ce ne seront pas les éléments que vous avez proposés qui seront contestés, mais c'est celui qui va les révéler qui se trouvera confronté à des reproches, des critiques ou même des accusations. Quand j'ai voulu exprimer, dans une lettre adressée à mon père, l'angoisse et la souffrance que j'avais ressenties à partir d'un geste incestueux qu'il avait déposé sur mon corps d'enfant à 11 ans, ma mère intercepta la lettre et m'accusa de ne pas aimer mon père, de vouloir le rendre fou, me disait cette jeune femme. Quand j'ai cherché à comprendre pourquoi mon chef de service harcelait avec tant de hargne une de mes collaboratrices, c'est moi qu'on a accusé de vouloir saper le moral de mes collègues, de déstabiliser le service et de risquer de donner une mauvaise image de l'entreprise. Cet autre me dira, plein de signes auraient dû m'alerter venant de sa part, ou même des voisins, et pourtant je les interprétais chaque fois dans un sens qui devait confirmer mon aveuglement. Quand, après 2 ans, je découvris que celle que mon mari m'avait présentée comme sa cousine et collaboratrice était en fait sa maîtresse, cela me tomba dessus comme une bombe. Mais je devais être certainement prêt à cette découverte, car j'ai pris la décision de le quitter en quelques jours, ce que je n'aurais jamais pu faire avant. J'ai recommencé à fumer alors que je m'étais arrêté depuis 5 ans, le jour même où la femme que j'avais rencontrée quelques mois auparavant me déclara son désir de vivre avec moi. Je ne me sentais pas prêt, mais je n'osais pas lui dire. Quelque temps après, j'ai commencé à avoir des pannes sexuelles. J'en suis toujours là. Je n'ai pas encore pris le risque de lui dire que la vie en commun avec elle n'est pas mon choix pour l'instant. Je ne sais comment lui dire ma vérité. C'est ma grand-mère qui disait
Nul n'est plus sourd que celui qui entend. Je crois qu'elle faisait référence à cette difficulté qui nous est propre de ne pas vouloir entendre ce qui pourrait remettre en question des attachements, des croyances, des choix de vie. Le ressenti intime constitue une vérité personnelle qui peut parfois se trouver en contradiction avec les comportements, les attitudes que nous proposons ou les choix de vie dans lesquels nous nous engageons. Oui, la recherche de la vérité n'est pas un choix évident. Pour certains, il est préférable de ne pas savoir, de ne pas voir, de ne pas entendre, car cela entraînerait trop de conflits intrapersonnels. Depuis quelques années, je découvre que je ne cherche pas la vérité en écoutant la radio ou la télé. Je cherche la confirmation de ce qui me convient, de ce qui rejoint mes idées, et même si je n'ose me l'avouer, cela me rassure, me disait cet ami. Je sais qu'elle me ment quand elle me dit être en week-end chez des amis, mais je préfère la croire. Je ne veux pas savoir si elle a un amant ou pas. Cela m'obligerait à faire des choses, non par rapport à elle, mais par rapport à l'image que j'ai besoin d'avoir de moi. Oui, la vérité d'une situation contient des contradictions qui sont parfois explosives. Ainsi, en cherchant la vérité sur ses origines, cet homme va rencontrer son géniteur et découvrir que la femme qu'il a aimée quelques années auparavant était en fait sa demi-sœur. Certains exigent non seulement la vérité, mais toute la vérité, comme si le fait de la posséder en entier était garant de sa valeur. Mais ils vont hésiter aussi à l'entendre. Quand cette fille interroge ce père sur son divorce d'avec sa mère, quelques 20 ans auparavant, et qu'elle exige « Dis-moi la vérité, papa, toute la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre toi et maman ? Tu veux vraiment la vérité ? Je veux ce qui me fera le moins mal en pensant à toi, en pensant à elle. Alors, je ne peux pas te dire la vérité, car nous nous sommes comportés à cette époque, l'un et l'autre, comme des sauvages sans pitié. Non, je ne peux pas te dire cette vérité-là. La vérité est à rechercher avec courage et lucidité, même si elle se révèle souvent difficile à entendre. Il y a des vies étonnantes. C'est sa petite nièce qui m'a parlé de son grand-oncle, le docteur Chesnov, qu'elle appelait familièrement Nunky. J'ai trouvé ce qu'elle m'en a dit si étonnant, si passionnant, que j'ai voulu en garder la trace. Mon oncle, que nous appelions Nunky, était d'origine lituanienne, mais il avait fait ses études de médecine à Moscou et s'était spécialisé dans les maladies vénériennes. Il fut l'un des médecins qui soigna Lénine pour sa syphilis durant les dernières années de sa vie. Mais après la mort de Lénine, ne se sentant plus en sécurité, après la mort de celui qui avait mis sa vie entre ses mains et qui n'était plus là pour le protéger, alors il émigra en Italie et dut recommencer ses études de médecine pour pouvoir pratiquer son art et sa passion, apaiser la souffrance. Avec l'arrivée de Mussolini au pouvoir, il dut s'exiler à nouveau. Il partit en Angleterre. Et là encore, il dut recommencer ses études de médecine pour pouvoir exercer sa vocation. Il avait souvent pesté en russe, en italien, en anglais, parfois en allemand, contre l'absurdité des contraintes qui l'infantilisaient, mais il n'hésitait jamais à partager son savoir et son immense expérience avec les professeurs qui étaient chargés de valider sa formation.
Enfin stabilisé à Londres, il fut tout le reste de sa vie un homme rempli d'humanitude. Tard dans la nuit, après sa journée d'hôpital, il soignait à son domicile, gratuitement, les prostituées et les chauffeurs de taxi atteints de maladies vénériennes. Pour ces malades du soir, comme il les appelait, il utilisait beaucoup de traitements de type placebo, en disant « Les gens qui se croient malades ont besoin de parler, alors je les écoute. » Et quand nous prenions un taxi, ajouta sa nièce, la plupart des chauffeurs le reconnaissaient et s'écriaient en riant à gorge déployée. « Hello, docteur, vous acceptez enfin de me consulter dans mon taxi ?» Ils étaient fiers d'être soignés par le médecin qui avait eu Lénine comme patient. Il ne lui faisait jamais payer sa course. Mon grand-oncle n'était pas très grand. J'avais 12 ans à l'époque, il avait la même taille que moi. Mais il était large et costaud, avec une chevelure très abondante, comme en portent aujourd'hui certains Afro-Américains. Il disait de sa sœur, qui était ma grand-mère, « Tu sais, c'était la plus belle fille de Riga. Ton grand-père a fait sa conquête en empruntant 4 chevaux et un tilbury anglais, et en pensant plusieurs fois par jour durant 3 jours sous ses fenêtres, debout, en hurlant à ses chevaux des ordres dans une langue qu'il avait inventée pour la circonstance. Ta grand-mère a été séduite par sa voix et surtout par l'assurance avec laquelle il parlait aux chevaux. Mon grand-oncle était très distrait. Il adorait faire la cuisine et mettait pour cela un immense tablier rouge. Il n'était pas rare de le voir partir à l'hôpital le matin en tablier, oubliant son veston. Quand il mourut, ils furent nombreux ceux qui l'accompagnèrent au cimetière. Et sa nièce ajouta, « Cet homme ne fut jamais célèbre, mais dans mon cœur, il l'est, car c'était un homme de cœur et d'humour, qui savait partager son savoir. » Nous croisons parfois quelqu'un sans lui accorder un seul regard. Nous échangeons quelques phrases banales avec une personne rencontrée lors d'une soirée. Nous vivons parfois des années près d'un homme ou d'une femme, et nous restons souvent à la périphérie de sa vie, à la lisière de son existence, au bord de ce qui fut essentiel ou extraordinaire, douloureux ou merveilleux pour cette personne. Oui, il y a beaucoup de vies étonnantes dont le souvenir va mourir avec ceux qui les ont vécues. Enfants d'aujourd'hui. Je suis étonné par la créativité, les capacités d'adaptation, le sens de l'improvisation des enfants pour faire face à l'imprévisible de la vie. Cela me chagrine parfois ou m'enthousiaste, mais c'est toujours une leçon pour rester ouvert ou attentif aux enfants qui seront les adultes de demain et qui auront à transformer, à améliorer ou à maltraiter ce monde qui sera celui de leur enfant à venir. Devant un rayon de supermarché, une petite fille, 8 ans avant à peu près, réclame à sa maman une paire de lunettes roses qu'elle montre du doigt. La mère refuse. La fillette croise ses bras sur sa poitrine, se plante devant le rayon et s'écrie « Vivement que je sois au chômage pour que je puisse m'acheter ce que je veux !» À la caisse d'un grand magasin, un enfant, 6-7 ans, réclame un paquet de bonbons dont il s'est emparé dans le présentoir. La mère refuse. Il insiste. Nouveau refus. Il s'écrie alors « Si tu ne veux pas, attention à toi, je compte 1, 2, 3 et puis je crie !» La mère obtempère et achète les bonbons. Il y a parfois des enfants qui sont des terroristes relationnels. 2 enfants parlent ensemble sous le préau de l'école. C'est une fille qui chuchote. « Tu sais, mes parents, c'est un peu comme les tiens.
ils sont divorcés. C'est triste qu'ils soient divorcés, tu trouves pas? Maintenant, ils ont chacun un appartement. Mais parfois, mon père, quand il est seul, il vient dormir quand même avec ma maman. Et cet enfant, dernière année d'école maternelle, qui se plaignait à sa mère. C'est pas marrant, l'école. On ne fait que jouer. On n'a même pas le temps de s'amuser. Au moment de l'affaire Dutroux en Belgique, dans la cour de récréation, certains enfants avaient inventé un nouveau jeu. Un garçon s'est lancé en criant « Je suis Dutroux, je suis Dutroux » et se précipitait sur les autres. Celui ou celle qui était saisi se mettait à crier « Je ne veux pas, je ne veux pas !» Et Dutroux lui disait avec une voix grave, en la saisissant pour la mener dans un coin de la cour surnommée depuis quelques jours la cave à Dutroux, « De toute façon, personne ne t'entendra. » Ainsi certains enfants, à l'aide de certains jeux, arrivent comme ça à affronter un réel qui autrement serait insupportable. 4 ou 5 petites filles jouent à la marchande. Elles ont des faux billets et chacune est à la fois vendeuse et acheteuse. Il y a la boulangère, l'épicière, la pharmacienne et la dame des parfums. Celle-ci a bien perçu que les parfums sont plus chers que tous les autres produits, ce qui fait qu'elle encaisse plus d'argent. Cela met les autres en difficulté pour pouvoir acheter. À un moment donné, elle leur dit « Mais vous pouvez aussi payer avec du vrai argent. » Celle-ci était très réaliste. En maternelle, un petit garçon annonce que bientôt, il va avoir une petite sœur. Aussitôt, une petite fille à côté de lui enchaîne. « Moi aussi, je vais avoir une petite sœur. Malheureusement, la mienne n'aura pas de papa, parce que mon papa, il a frappé ma maman, il y avait du sang dans la baignoire, et maintenant il est en prison. Et ma maman, elle a dit qu'elle ne voulait plus le voir. Mais l'autre soir, elle pleurait et elle disait « Quand c'est qu'il va revenir ?» Je me rassure en me disant que si un enfant peut mettre des mots sur quelques-unes des contradictions ou certaines horreurs de la vie, tout n'est pas perdu. Peut-être arrivera-t-il à traverser tout cela sans trop de risques. Clin d'œil malicieux au bonheur. Ah bonheur, combien sommes-nous à te rechercher, à te traquer, et combien sommes-nous à ne pas savoir te garder ou simplement te protéger quand tu es là. Bonheur que nous maltraitons et violentons avec un aveuglement ou une sincérité épouvantable. Bonheur, tu dois le savoir, tu restes un rêve vital pour beaucoup d'entre nous, un objectif central pour d'autres ou un enjeu désespéré pour quelques-uns. J'ai envie aujourd'hui de m'adresser directement à toi, comme à une personne vivante, un peu fantasque, imprévisible, mais toujours fiable, tellement émerveillante quand tu es là toute proche, présente, autour de nous ou en nous. Bonheur, tu es pour moi semblable à un accord au sens musical du terme, un accord total, plus ou moins fugace, qui va me donner le sentiment, dans un instant de ma vie plus ou moins durable, que je suis accordé, et cela sur plusieurs plans, accordé à l'intérieur de moi, entre ce que je dis et ce que je pense, entre ce que je ressens et ce que je fais, accordé aussi avec l'extérieur, entre le plaisir d'être qui m'habite et le plaisir et le bien-être de ceux qui m'entourent. Tu le sais, bonheur, tu ne peux pas rester inscrit dans mon seul ressenti. Tu as besoin de te partager, de raisonner et de t'amplifier avec les personnes aimées ou proches de mon entourage. Je crois que tu as besoin de te répandre avec subtilité et discrétion, pudeur et générosité, abondance et réserve. On me pose beaucoup de questions sur toi. On me demande souvent
Mais comment peut-on être heureux? Comment peut-on rencontrer le bonheur? Moi, je ne peux pas parler pour toi, alors je réponds avec une fausse gravité. Être heureux, c'est déjà renoncer à être malheureux. Le bonheur viendra en plus. J'ai effectivement remarqué que nous sommes d'une habileté incroyable pour nous auto-saboter, pour maltraiter la vie qui est à nous, pour ne pas entendre les besoins réels de notre corps, par exemple, en confondant nos désirs et nos besoins, en déplaçant sur le plan des sentiments ce qui est de l'ordre de la relation, et vice-versa, en nous laissant trop souvent définir par les autres, en n'osant pas nous affirmer de peur d'être rejetés, moins aimés, jugés ou critiqués, en nous laissant trop persécuter par le passé, ou en fuyant dans un avenir de carton-pâte, ou encore en étant aveugle, sourd, muet, anesthésié, face à quelques-uns des étonnants miracles de la vie. Nous avons, bonheur, tu le sais encore, une créativité étonnante pour déclencher ou provoquer ce qui justement ne sera pas bon pour nous. Ainsi, au niveau du quotidien le plus élémentaire, nous demandons en exigeant ou en accusant au lieu de proposer ou d'inviter. Nous donnons en imposant ou en culpabilisant au lieu d'offrir, simplement offrir. Nous recevons en minimisant ou en critiquant au lieu d'accueillir et d'amplifier. Nous refusons en rejetant ou en prenant la fuite au lieu de nous positionner clairement par un non qui n'est pas dirigé contre la personne, mais vers sa demande ou son propre désir. Car je crois, bonheur, que toi tu apprécies les relations de qualité, où la bienveillance domine, les relations en réciprocité, sans dominant, dominé, sans dépendance ou soumission, sans opposition au conflit. Je crois, bonheur, que tu aimes les relations où chacun des protagonistes se sent respecté dans ses besoins, se sent respecté dans ses besoins relationnels pour pouvoir se dire et être entendu, pouvoir être reconnu et valorisé, pouvoir avoir une intimité et une influence sur son environnement et surtout, pouvoir rêver que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et après-demain, meilleur que demain. Pour l'année présente, bonheur, j'ose te confier une mission, une tâche ambitieuse, un espace de vie plus grand, à ta mesure. Je t'invite, bonheur, à te déposer sur chaque enfant du monde pour qu'il puisse manger à sa faim, recevoir des soins de santé et une scolarisation suffisante qui lui permettent d'entrer dans le monde de demain. Car je peux imaginer, bonheur, que tu puisses ainsi agrandir le bien-être et l'épanouissement des futurs adultes que sont les enfants d'aujourd'hui. Vie, tu sais toi ce qu'est vraiment l'amour? Tout dernièrement, un ami m'a posé abruptement cette question. Tu sais toi ce qu'est vraiment l'amour? Oui, un peu, pas toujours. Enfin, je pense, même si j'ai changé d'opinion plusieurs fois dans ma vie, que je saurais le reconnaître, peut-être même l'accueillir à moi et chez l'autre. Aujourd'hui, je crois que l'amour est un sentiment rare, rare comme l'eau pure, car il est souvent pollué par beaucoup, avec beaucoup de maladresse liée à notre immaturité. Il faudrait aussi que je te parle des pseudo-amours. Ce sont des sentiments qui se font appeler amour, mais qui n'ont rien à voir avec l'amour. Mais comment peut-on les reconnaître alors, ces pseudo-amours? Les faux amours sont malins. Ils s'arrangent pour ressembler à de l'amour. On dit à l'autre « je t'aime » et cela veut dire « aime-moi, aime-moi ». Ce n'est pas de l'amour, c'est une exigence déguisée. Pourtant, si on dit « je t'aime » à quelqu'un, cela veut bien dire qu'on l'aime. Non, 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 attention, ne confondons pas aimer et être capable de donner de l'amour.
Je peux te dire je t'aime et que rien ne sorte de moi pour venir jusqu'à toi. Il y a des constipés de l'amour, tu sais. Alors l'amour, ce n'est pas que des mots, il faut quelque chose de plus, de plein de choses en plus. Si un amour se réfugie seulement dans les mots, c'est qu'il n'est pas très vivant. Moi, j'ai attendu des années avant que quelqu'un me dise « je t'aime ». Souvent, cela veut dire « puisque je t'aime, tu devrais m'aimer ». Là, c'est une injonction, une demande, une exigence indirecte. Ou encore, l'un dit « je t'aime » et ce que l'on aime, c'est l'amour que l'autre a pour nous. Là, on est carrément dans la consommation. On se contente de consommer simplement l'amour que l'autre a pour nous. Je sens que tu veux me décourager. Il y a quand même des vrais amours, non? Il y en a certainement. Encore faut-il accepter de les laisser grandir en nous. Au début de la vie, un bébé attend d'être aimé, inconditionnellement, accepté tel qu'il est. Et le plus souvent, il reçoit cet amour de ses parents. Un amour lui est donné gratuitement, sans réciprocité. Lui se contente de recevoir. Puis, en grandissant, un enfant va sentir qu'au-delà de l'attachement qu'il a pour ses parents, il est aimé par eux. Il va avoir envie de leur donner à son tour de l'amour. Pas le même d'ailleurs, à l'un et à l'autre. Et puis il va découvrir que ses sentiments sont parfois instables. Parfois il aime l'un ou l'autre, et parfois il les déteste. Quand il a le sentiment que sa mère ou son père ne le comprend pas, lui paraît injuste ou exige trop de choses de lui. Oui, ça c'est vrai. J'avais honte de détester ma mère à certains moments alors que je l'aimais. Ne mélangeons pas. Il y a d'un côté ton amour pour ta mère ou ton père et de l'autre côté la relation qu'ils te proposent. Toi, tu veux sortir le soir, c'est un désir, et eux t'interdisent de sortir, ce que tu n'aimes pas, parce qu'ils se sentent responsables de tes besoins, dormir, te reposer, être en forme le lendemain pour l'école. C'est le plus souvent le comportement, la relation, les paroles de nos parents que nous n'aimons pas. Alors on tente de les mettre mal à l'aise en leur disant « je te déteste, je t'aime pas, je ne veux plus t'aimer ». On leur propose une sorte de chantage. Si tu m'aimais vraiment, tu me laisserais sortir ou tu m'achèterais ces rollers, etc. C'est aux parents d'apprendre à ne pas mélanger sentiments et relations. Alors tu crois que je mélange comme ça sentiments et relations? C'est très fréquent, d'autant plus que souvent nous ne savons pas aimer parce que nous avons du mal à nous aimer. Quand on a peu de confiance en soi, d'estime de soi, nous recherchons en permanence des confirmations. Ne nous aimant pas, nous sommes d'autant plus dans le besoin d'être aimés. Alors il faudrait que chacun de nous apprenne à aimer. Tu as parlé d'immaturité. Il faudrait apprendre à grandir avec le cœur. Oui, on pourrait le dire comme cela. Apprendre à aimer, c'est grandir avec le cœur. Amour ne rime pas toujours avec toujours. Nous avons en matière d'amour des croyances qui se voudraient des certitudes, en particulier celles concernant la durée ou la fiabilité d'un amour. Nous souhaitons que l'amour que nous partageons à un moment donné soit le bon, celui qui résistera au choc de l'existence, à l'imprévisible de la vie, au risque de l'usure ou de la routine. Quand une de mes filles, amoureuse depuis peu, m'affirmait avec l'aplomb inébranlable qu'ont parfois les adolescents, « Mais papa, tu es d'oublier, tu es trop vieux, quand on aime, c'est pour la vie !» Je n'osais lui dire ce que j'avais découvert depuis longtemps, que nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour. Je ne savais pas comment lui annoncer que les amours sont malheureusement périssables, comme tout ce qui est vivant sur cette planète, que les amours
ont une durée de vie aléatoire et que parfois même, comme nous les maltraitons avec beaucoup de ténacité et d'inconscience, qu'ils peuvent s'éteindre comme un feu qui n'est plus alimenté. Et durant des années, au travers d'échanges tumultueux et passionnés, je tentais simplement de faire découvrir à mes enfants que le sentiment amoureux pouvait être comparé à une source d'eau pure qui parfois se transformait en torrent, d'autres fois en rivière paisible ou à un lac splendide, et parfois aussi pouvait devenir un étang stagnant ou se perdre dans un gouffre sans fond, dans l'attente, comme certaines rivières souterraines, de ressurgir à un moment ou l'autre de notre existence. Je voulais les prévenir que certains amours pouvaient s'égarer à jamais dans quelques-uns des labyrinthes de l'oubli, ou réapparaître, par je ne sais quel mystère, quelques années plus tard, transformés en cascades fraîches inépuisables, revivifiés par une nouvelle rencontre, ou mutés, se transformer en un éblouissement ouvert sur une relation amoureuse totalement folle. Chacun de mes filles se récriait, niait, m'accusait d'être trop cynique, d'avoir oublié que je ne savais plus ce qu'était l'amour, qui pour elles rimait avec toujours. Elles insistaient, avec toujours. Elles n'hésitaient pas à affirmer « Moi, quand j'aime, papa, c'est pour toujours ». Aujourd'hui, chacun de mes enfants, après avoir traversé quelques tempêtes amoureuses, sait que l'amour est souvent fragile, versatile et toujours imprévisible. Que ce mouvement inouï qui nous porte vers l'autre, cette énergie qui nous anime vers un ou une que nous avons identifié comme unique, nous confronte aussi à toute notre histoire passée. Que notre enfance et les blessures liées à cette enfance restent souvent présents dans les fondations de toute nouvelle relation amoureuse. Ils ont découvert que la proximité d'une relation intime réveille ou restimule dans l'ex-enfant qui est en chacun des situations inachevées, des blessures anciennes, qui paradoxalement vont être mises à jour par celui ou celle qu'on aime. Ils ont appris à ne plus confondre l'amour et les pseudo-amours qui peuvent leur être proposés. Je perçois que l'écoute de leur cœur s'est affinée, qu'il leur est possible de mieux entendre quand autour d'eux l'un dit « je t'aime », que parfois ce « je t'aime » est une demande, voire une exigence, qui pourrait se traduire par « aime-moi, aime-moi », que certains « je t'aime » traduisent la peur d'être quittés, qui sont décrits pour tenter de dire « surtout ne me quitte pas » ou « confirme-moi que tu m'aimeras toujours ». Ils ont découvert qu'il y a aussi ce que j'appelle des amours de manque, signifiant plus ou moins directement « donne-moi l'amour que mon père ou ma mère n'a pas su me donner » ou « aime-moi comme celle ou celui qui m'a quitté il y a quelque temps, quelques années, aurait dû m'aimer ». Je ne sais s'ils savent mieux se protéger, car il y a dans chaque amour nouveau une part d'éblouissement qui aveugle ou qui nous émerveille, qui nous rend sourds ou parfois plus lucides. Il est difficile de se protéger à l'avance contre les vicissitudes de l'amour partagé. Seulement souhaiter à chacun de rencontrer et de vivre un amour en réciprocité, où deux sentiments vont se rencontrer, s'accorder, s'épanouir. Pour ma part, je peux dire aujourd'hui que même si le sentiment amoureux recèle beaucoup de mystères, je sais que tout amour qui veut s'accomplir sera lié à la rencontre harmonieuse de deux sentiments en réciprocité. Car si un seul aime, l'amour qu'il propose reste en quelque sorte inachevé. Tout amour a besoin d'être nourri à la fois par l'amour de l'autre et par la qualité
de la relation qui circulera entre deux. L'amour suppose en quelque sorte une rencontre à miroir, dans laquelle deux sentiments vont se reconnaître, s'apprivoiser et s'amplifier mutuellement. Ainsi, le mien, semblable à un soleil intérieur qui s'élance vers elle, et son propre sentiment, qui peut être aussi un soleil, dans le meilleur des cas, ou un ciel suffisamment ouvert pour accueillir mon propre sentiment. Mais il arrive parfois, et c'est toujours douloureux de le découvrir, que les sentiments de l'un ne rencontrent pas les sentiments de l'autre. Le soleil de l'un se perd à la recherche de l'étoile ou de la planète lointaine de l'amour de l'autre. C'est ainsi que deux amours qui sont pourtant présents chez l'un et chez l'autre ne vont pas pour autant pouvoir se rencontrer ou s'accorder. Ils peuvent seulement se croiser, se perdre ou se chercher, telles deux notes de musique qui ne vont pas vibrer ensemble et qui vont parfois se répulser ou se combattre. Il y a dans ce cas de figure quelque chose de désespérant, car chacun des protagonistes se sent sincère, désireux de partager ce qu'il a de meilleur, et qu'il découvre que ce qu'il apporte ne s'accorde pas, n'est pas reçu, amplifié par les sentiments de l'autre. Peut naître alors un immense sentiment d'injustice, de révolte et de désespérance, chez l'un ou chez l'autre. Si l'accord des sentiments se fait, encore faudra-t-il apprendre à nourrir la relation avec une présence, de l'attention, avec des partages, des échanges, avec une circulation fluide des messages positifs qui vont pouvoir alimenter la vivance, l'énergie et l'estime de soi de chacun. Alors, même si toute relation amoureuse est une relation à risque, nous allons les uns et les autres prendre le risque de tenter l'aventure, de nous engager, de nous lier et de proposer ainsi le meilleur de nous-mêmes pour aller à la rencontre du meilleur de l'autre. Ça, c'est toujours possible. J'ai rêvé d'une école. Déjà tout enfant, sur les bancs de bois satinés de l'école primaire, je rêvais d'une école différente. Dans ce temps-là, j'imaginais une école où les récréations seraient plus longues, où la cour de l'école comporterait plusieurs territoires, avec un bois, une forêt bien sûr, avec des arbres suffisamment grands pour pouvoir grimper dessus et faire des cabanes jusqu'à leur cime, et puis des coins secrets où il serait possible de se cacher pour partager les secrets que les adultes ne pourraient pas comprendre, et aussi enfin un endroit où il serait possible de tout faire, de creuser, de bâtir, de déconstruire, de planter, de cultiver. Plus tard, j'ai rêvé d'une école où il n'y aurait pas de punition, et surtout où le maître ou la maîtresse, comme on disait à cette époque, mettrait en valeur devant les autres l'une ou l'autre de nos qualités, même si elles étaient rares, et non pas nos insuffisances, nombreuses et multiples. Une école où il aurait été possible de parler, de se dire, et surtout d'être entendu. J'ai rêvé aussi d'une école où il serait possible de partager réellement ce que l'on sait, sans courir le risque d'être disqualifié ou rejeté. Une école qui aurait renforcé ma confiance, une école positive de ma personne, une école qui m'aurait donné le goût du beau. Aujourd'hui, je rêve d'une école où il serait possible de transmettre, au-delà des savoirs de base, lire, écrire, compter, s'exprimer, et des savoir-faire indispensables pour développer les ressources propres de chaque enfant, afin de leur permettre de vivre en société et de tenir plus tard une place d'adulte dans un monde en mutation. Je rêve aujourd'hui d'une école où
où il serait possible de transmettre un savoir-être, être mieux avec soi-même, de savoir créer en s'appuyant et en valorisant la créativité de chacun, de savoir devenir en me préparant à affronter l'imprévisible, les changements et les bouleversements à venir. Et comme je ne me refuse rien, puisque je suis dans un rêve, je rêve d'une école où l'on apprendrait à reconnaître, à cultiver et à aimer la beauté sous toutes ses formes, celle de la vie ardente qui nous entoure, de la nature et de son immense générosité, des œuvres d'art naturelles ou celles imaginées par les hommes, de l'esprit et de toutes les actions merveilleuses dont sont capables parfois les humains. Dans ce rêve, vous l'avez entendu à demi-mot, il y aurait des enseignants relationnels, des enseignants qui auraient le souci d'établir une relation vivante avec chaque enfant, qui transmettraient les prémices et les fondements d'une communication sans violence, dans laquelle les rapports de force n'existeraient pas, des enseignants qui proposeraient et se donneraient les moyens de créer avec chaque enfant des échanges en réciprocité, des partages dans lesquels seraient exclus les jugements de valeur, les disqualifications, les culpabilisations, les collusions entre les personnes et les comportements, où les rapports dominants-dominés n'auraient plus de raison d'être, des enseignants qui considéreraient que la communication relationnelle est la sève vivante qui nourrit la confiance en soi, le respect d'autrui et la tolérance, des enseignants qui auraient le souci de mettre en place dans cette mini-société qu'est une école les ancrages indispensables pour une cohabitation sereine et une existence harmonieuse, des enseignants qui accepteraient de transmettre des règles d'hygiène relationnelle communes, susceptibles d'être non seulement appliquées dans l'univers scolaire, mais qui pourraient être aussi transmises à la famille. N'ai-je pas appris à 8 ans à réconcilier ma mère avec la lecture, elle qui avait quitté l'école à 10 ans et qui ne savait pas très bien lier les mots entre eux, mais qui disait chaque fois qu'elle lisait quelque chose de nouveau « Ah, ce doit être vrai, puisque c'est écrit. » Oui, ma mère croyait à la chose écrite comme étant quelque chose de sacré. Mais entre les rêves et la réalisation, disait ma grand-mère, il y a seulement un pas à franchir en dehors de sa tête et un geste à faire en dehors de ses habitudes pour cheminer autrement vers un autre. Il y a à commencer. Ah, qu'il est difficile d'être père aujourd'hui. Faire des enfants est relativement facile, et beaucoup d'hommes savaient faire cela, avec l'aide bien sûr et la participation active d'une femme. Mais participer à l'élevage, au sens noble du terme, qui signifie grandissement, élévation, cela demande de la présence, du suivi, une cohérence et des dispositions qui paraissent souvent trop méconnues. Moi qui fus le géniteur de 5 enfants, aujourd'hui devenus des adultes, il m'arrive de douter encore, non de ma capacité à avoir pu être papa ou père pour chacun d'eux, mais de la qualité et de l'impact que chacune de ces fonctions a pu avoir sur leur développement, au point de me demander « Mais à côté de quoi es-tu passé avec l'un ou l'autre d'entre eux ?» Tout d'abord, avant d'être père, le géniteur d'un enfant devrait accepter et apprendre à être un papa. Un papa, c'est-à-dire une présence chaleureuse, bienveillante, à la fois pour la mère et pour l'enfant. Pour l'enfant, il est important de voir le regard, d'entendre la voix, de sentir l'odeur, l'énergie, les émotions qui viendront vers lui de la part de ce géant qui se penche sur son berceau, qui le prend dans ses bras, sans trop savoir d'ailleurs comment s'y prendre, qui peut simplement être là, bercer, ronronner de plaisir, et lui parler,
surtout lui parler, lui faire entendre sa voix, des vibrations bien différentes de celles de la maman, des intonations, des rythmes qui ne sont qu'à lui et que le bébé va recevoir comme lui étant à lui seul destiné. Un papa, c'est une présence que l'enfant peut associer à la sécurité, au bon, au solide, au joyeux, au jeu, à l'ouverture au monde. Le père va s'installer un peu plus tard, à partir de nouvelles balises, en termes d'interdits, d'obligations, de défense ou de contraintes. Un père est une sorte à la fois de passerelle mobile et de filtre entre le monde de l'enfance et le monde des adultes qui entourent l'enfant. En favorisant la confrontation de l'enfant avec l'environnement proche ou plus lointain, le père propose les bases d'un ancrage nécessaire. Dans ma génération, les pères ne savaient pas ou savaient peu parler aux enfants. Chaque fois que je devais dire quelque chose à ma fille, je sentais ma langue se figer, mes pensées se rétrécir et sortir de moi. Et à ce moment-là, je sortais de moi un discours en conserve, plat, dévitalisé, qui ne correspondait pas du tout à l'homme que j'étais. Un autre me dira, chaque fois que je devais parler à mon fils, que je devais m'abaisser, descendre à son niveau, j'utilisais alors un jargon de primitif, comme s'il était un débile ou un demeuré profond, qui me faisait honte et me donnait envie d'arrêter l'échange au plus vite, ce que d'ailleurs je faisais. Aujourd'hui, comme père, nous avons non seulement à leur parler, mais aussi à nous définir, à témoigner de ce que nous sommes devenus, pour leur permettre d'avoir des repères. À défaut de père, il vaut mieux avoir des repères clairs, disait ma grand-mère. Besoin d'espérer, besoin de rêver. Outre nos besoins de survie élémentaires, se nourrir, dormir, se sentir en sécurité, nous avons des besoins relationnels. Et parmi nos besoins relationnels les plus vitaux, tels que le besoin de se dire, avec des mots à soi, d'être entendu, dans le registre, dans la dimension où j'ai besoin de m'exprimer, d'être reconnu tel que je suis et non tel que l'autre voudrait que je sois, ou valorisé, d'avoir le sentiment que j'ai une valeur, d'avoir une intimité qui sera respectée, ou d'avoir la possibilité d'exercer une influence sur autrui. Il existe deux grands besoins qui sont aujourd'hui chez beaucoup en souffrance, deux besoins porteurs d'une énergie extraordinaire qui sont au cœur même de la vie de tout être humain, celui d'espérer et celui de rêver. Deux besoins qui sont trop souvent maltraités dans la plupart des relations essentielles ou peu satisfaits et qui sont quasiment censurés dans l'existence de beaucoup d'adultes, parfois confrontés à des alternatives ou à des chemins de vie qui leur sont imposés ou qui vont leur paraître sans issue. Après la mort de ma fille, c'est comme si la vie s'était arrêtée. J'ai cessé d'espérer, je ne rêvais plus. J'étais comme dévitalisé, me dira ce père. Après m'avoir annoncé que j'avais un cancer, mon médecin m'affirma que je pouvais espérer vivre encore quelques mois. Il peut arriver aussi qu'un événement traumatisant nous coupe de l'espérance et nous interdise de rêver que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Avoir la capacité d'espérer, c'est non seulement faire confiance à demain, mais c'est aussi être capable de se projeter dans un avenir plus lointain qui sera entendu avec plaisir, un avenir susceptible de nous accueillir, nous faire une place, un avenir perçu comme pouvant être meilleur que le présent ou porteur de suffisamment de possibles et de changements pour en attendre quelque chose de stimulant, de vivifiant, de dynamisant.
Quand mon fils est sorti du coma, après son accident de moto, tout s'est passé comme si j'avais à nouveau un avenir. Non seulement j'étais persuadé qu'il allait s'en sortir, mais que moi-même, je ne serais plus le même. J'ai d'ailleurs décidé d'arrêter ce jour-là de fumer. Espérer dans la vie, espérer un changement, espérer autre chose que ce que l'on vit, c'est être habité par une aspiration, et peut-être aussi par une inspiration, à un monde plus juste, plus convivial, plus respectueux ou plus égalitaire, qui permettrait à un enfant et plus tard à un jeune adulte de s'inscrire dans un présent sans avoir besoin de se protéger face au monde qui l'entoure, ou de le rejeter, de le maltraiter, ou encore de le disqualifier, comme font souvent trop d'enfants, trop de jeunes. Aujourd'hui, nous pouvons constater chez de nombreux jeunes que l'espérance à long terme, tournée vers l'avenir, est à minima, et parfois même totalement inexistante, ce qui les entraîne à consommer, j'aurais envie de dire à dilapider, à maltraiter le présent. L'avenir leur paraît barré, immobilisé ou bloqué, comme si le futur leur semblait sans avenir. Notre avenir est sans horizon, sans couleur, gris d'incertitude, opaque, ai-je entendu dans un groupe de jeunes adultes. Il faut savoir qu'un avenir non porteur d'accueil, d'ouverture ou de possibilités pour se réaliser, pour se dépasser ou pour sortir de sa condition, va être le ferment d'une violence. Un monde à venir qui serait incapable de proposer ou de garantir une sécurité minimale suffisante, qui ne donnerait plus envie de s'engager, de participer à la construction ou au développement d'une exigence plus juste, moins violente, plus tolérante, qui ne donnerait pas envie d'exister et qui déboucherait alors sur beaucoup de violence, maltraitance envers soi-même, suicide d'expression. Aujourd'hui, chez de plus en plus d'adultes, l'espérance n'est plus au rendez-vous, elle n'est plus au présent. Il leur est difficile de faire confiance à demain, et par là même, difficile de faire confiance à eux-mêmes et aux autres. Nous savons tous que l'espérance est un des moteurs les plus puissants pour créer, changer, avancer et se libérer de sa condition sociale, que l'espérance est nourrie par notre capacité à espérer et surtout à rêver. Le besoin de rêver commence à se manifester très tôt chez un enfant. C'est un besoin qui est présent et actif chez tout être humain et qui se nourrit non seulement de tout un imaginaire, mais aussi des réponses bienveillantes, stimulantes de l'entourage proche. Enfant, ma mère me faisait rêver chaque soir. Elle me racontait une histoire qu'elle interrompait au moment le plus crucial et dont je devais inventer la suite. Je devais terminer l'histoire. C'est ma mère qui m'a donné envie de croire en mes possibles. Nous savons qu'il y a des rêves inaccessibles, mais d'autres qui le sont moins. Il y a des rêves autonomes et indépendants qui ne dépendent que de nous-mêmes pour se réaliser. Et aussi des rêves dépendants qui vont avoir besoin de l'autre ou des autres pour s'accomplir. Nous savons qu'il est important que des rêves puissent naviguer en nous, être disponibles, visibles et suffisamment mobilisateurs pour créer un mouvement, une énergie qui nous permette de transcender la réalité et de la rendre non seulement plus réelle, je veux dire par là accorder aux potentialités non possibles, mais plus vraies. Comme adultes, nous devons penser à donner à nos enfants l'occasion de rêver, d'aller au-delà du présent. Enfant, je croyais qu'être adulte, c'était avoir la possibilité de faire tout ce que je voudrais. J'ai grandi avec ce rêve-là. Il m'a porté longtemps. Et même si aujourd'hui, je sais qu'être adulte ne permet pas de réaliser tous mes désirs, cette dynamique-là me stimule encore et va faire que je réalise quand même pas mal de mes rêves.
déclencher ou provoquer ce qui justement ne sera pas bon pour nous. Ainsi, au niveau du quotidien le plus élémentaire, nous demandons en exigeant ou en accusant au lieu de proposer ou d'inviter. Nous donnons en imposant ou en culpabilisant au lieu d'offrir, simplement offrir. Nous recevons en minimisant ou en critiquant au lieu d'accueillir et d'amplifier. Nous refaisons en rejetant ou en prenant la fuite au lieu de nous positionner clairement par un non qui n'est pas dirigé contre la personne, mais vers sa demande ou son propre désir. Car je crois, bonheur, que toi tu apprécies les relations de qualité, où la bienveillance domine, les relations en réciprocité, sans dominant, dominé, sans dépendance ou soumission, sans opposition au conflit. Je crois, bonheur, que tu aimes les relations où chacun des protagonistes se sent respecté dans ses besoins, se sent respecté dans ses besoins relationnels pour pouvoir se dire et être entendu, pouvoir être reconnu et valorisé, pouvoir avoir une intimité et une influence sur son environnement et surtout, pouvoir rêver que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et après-demain meilleur que demain. Pour l'année présente, bonheur, j'ose te confier une mission, une tâche ambitieuse, un espace de vie plus grand, à ta mesure. Je t'invite, bonheur, à te déposer sur chaque enfant du monde pour qu'il puisse manger à sa faim, recevoir des soins de santé et une scolarisation suffisante qui lui permettent d'entrer dans le monde de demain. Car je peux imaginer, bonheur, que tu puisses ainsi agrandir le bien-être et l'épanouissement des futurs adultes que sont les enfants d'aujourd'hui. Vie, tu sais toi ce qu'est vraiment l'amour ? Tout dernièrement, un ami m'a posé abruptement cette question. Tu sais toi ce qu'est vraiment l'amour ? Oui, un peu, pas toujours. Enfin, je pense, même si j'ai changé d'opinion plusieurs fois dans ma vie, que je saurais le reconnaître, peut-être même l'accueillir à moi et chez l'autre. Aujourd'hui, je crois que l'amour est un sentiment rare, rare comme l'eau pure, car il est souvent pollué par beaucoup, avec beaucoup de maladresse liée à notre immaturité. Il faudrait aussi que je te parle des pseudo-amours. Ce sont des sentiments qui se font appeler amour, mais qui n'ont rien à voir avec l'amour. Mais comment peut-on les reconnaître alors, ces pseudo-amours ? Les faux amours sont malins. Ils s'arrangent pour ressembler à de l'amour. On dit à l'autre « je t'aime » et cela veut dire « aime-moi, aime-moi ». Ce n'est pas de l'amour, c'est une exigence déguisée. Pourtant, si on dit « je t'aime » à quelqu'un, cela veut bien dire qu'on l'aime. Non, 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 attention, ne confondons pas aimer et être capable de donner de l'amour. Je peux te dire « je t'aime » et que rien ne sorte de moi pour venir jusqu'à toi. Il y a des constipés de l'amour, tu sais. Alors l'amour, ce n'est pas que des mots, il faut quelque chose de plus, de plein de choses en plus. Si un amour se réfugie seulement dans les mots, c'est qu'il n'est pas très vivant. Moi, j'ai attendu des années avant que quelqu'un me dise « je t'aime ». Souvent, cela veut dire « puisque je t'aime, tu devrais m'aimer ». Là, c'est une injonction, une demande, une exigence indirecte. Ou encore, l'un dit « je t'aime » et ce que l'on aime, c'est l'amour que l'autre a pour nous. Là, on est carrément dans la consommation. On se contente de consommer simplement l'amour que l'autre a pour nous. Je sens que tu veux me décourager. Il y a quand même des vrais amours, non ? Il y en a certainement. Encore faut-il accepter de les laisser grandir en nous. Au début de la vie,
Un bébé attend d'être aimé, inconditionnellement, accepté tel qu'il est. Et le plus souvent, il reçoit cet amour de ses parents. Un amour lui est donné gratuitement, sans réciprocité. Lui se contente de recevoir. Puis, en grandissant, un enfant va sentir qu'au-delà de l'attachement qu'il a pour ses parents, il est aimé par eux. Il va avoir envie de leur donner à son tour de l'amour. Pas le même d'ailleurs, à l'un et à l'autre. Et puis il va découvrir que ses sentiments sont parfois instables. Parfois il aime l'un ou l'autre, et parfois il les déteste. Quand il a le sentiment que sa mère ou son père ne le comprend pas, lui paraît injuste ou exige trop de choses de lui. Oui, ça c'est vrai. J'avais honte de détester ma mère à certains moments alors que je l'aimais. Ne mélangeons pas. Il y a d'un côté ton amour pour ta mère ou ton père et de l'autre côté la relation qu'ils te proposent. Toi, tu veux sortir le soir, c'est un désir, et eux t'interdisent de sortir, ce que tu n'aimes pas, parce qu'ils se sentent responsables de tes besoins, dormir, te reposer, être en forme le lendemain pour l'école. C'est le plus souvent le comportement, la relation, les paroles de nos parents que nous n'aimons pas. Alors on tente de les mettre mal à l'aise, en leur disant « je te déteste, je t'aime pas, je ne veux plus t'aimer ». On leur propose une sorte de chantage. Si tu m'aimais vraiment, tu me laisserais sortir ou tu m'achèterais ces rollers, etc. C'est aux parents d'apprendre à ne pas mélanger sentiments et relations. Alors tu crois que je mélange comme ça sentiments et relations? C'est très fréquent, d'autant plus que souvent nous ne savons pas aimer parce que nous avons du mal à nous aimer. Quand on a peu de confiance en soi, d'estime de soi, nous recherchons en permanence des confirmations. Ne nous aimant pas, nous sommes d'autant plus dans le besoin d'être aimés. Alors il faudrait que chacun de nous apprenne à aimer. Tu as parlé d'immaturité. Il faudrait apprendre à grandir avec le cœur. Oui, on pourrait le dire comme cela. Apprendre à aimer, c'est grandir avec le cœur. Amour ne rime pas toujours avec toujours. En vous proposant les textes qui vont suivre, je souhaite partager avec vous quelques-uns de mes enthousiasmes, quelques-unes de mes réflexions et interrogations sur la difficulté et le plaisir d'être au monde, et surtout le bonheur de me sentir chaque jour davantage un être de relation. Il y a en moi depuis quelques années une ferveur d'exister qui se traduit par une curiosité, des engagements et un appétit de vie qui ne cesse de m'étonner et de m'entraîner parfois bien au-delà de mes possibles. Je me réjouis de votre attention en sachant qu'une parole a toujours deux créateurs, celui ou celle qui l'énonce et celui ou celle qui l'écoute. J'apprends. Je ne cesse d'apprendre, même quand cela me bouscule, même quand je ne peux pas savoir ou que je ne veux pas savoir. J'apprends tous les jours et même dans mes nuits. J'apprends que j'ai des zones d'ombre et d'aveuglement qui ne laissent pas pénétrer ce que pourtant je m'acharne à comprendre. J'apprends à chaque instant que je savais beaucoup de choses, mais pas nécessairement les choses les plus nécessaires à ma vie. Parfois j'apprends vite et quelquefois plus lentement.
J'apprends des choses dont je ne savais même pas l'existence, et d'autres encore dont je croyais n'avoir jamais besoin. J'apprends surtout à vivre autrement. Avec l'âge, j'apprends à apprivoiser mon souffle qui se dérobe, à écouter les tâtonnements d'un espire quand il se retient et suspend le temps d'une imperceptible éternité. J'apprends à accueillir un expire qui me rassure et me permet de recevoir à nouveau une expiration bienfaisante. J'apprends que je suis devenu plus vulnérable aux risques de la vie. J'apprends à regarder mes mains, à rester songeur devant les veines de mes bras qui dessinent des sillons et des rivières en relief. J'apprends à accepter les taches sur mes mains et sur mon visage, les ridules autour de mes yeux, ce pli de fatigue qui ne me quitte plus depuis quelques années, tout au coin de la bouche. Et ces légers tremblements de ma mémoire, qui cherchent soudain à se rappeler, sans toujours y parvenir, ce que je croyais savoir depuis toujours, et qui parfois se dérobe et me laisse incertain, au bord d'un doute, d'une crainte, celle de ne plus jamais me souvenir. J'apprends à regarder et à reconnaître chacune des marches d'un escalier quand je la descends et à peser plus lourdement sur chacune quand je remonte. J'apprends que ce que je dis n'est pas toujours ce qui est entendu et que ce que j'entends me venant de l'autre peut être différent de ce qu'il m'a dit. J'apprends à ne plus m'irriter quand je ne me sens pas compris. J'apprends à sortir plus vite de ma paralysie, de mes ressentiments, à penser plus vite mes blessures quand l'impact d'un jugement, d'une parole ou d'un geste me paraît si injuste que j'ai envie parfois de disparaître. J'apprends le silence de tous ceux que j'ai perdus et le reflux de mes souvenirs vers des rives chaque jour plus mouvantes, plus lointaines. J'apprends qu'il est des rêves tout proches et qui restent encore inaccessibles. J'apprends à me redresser, à tenir debout, à marcher doucement pour aller jusqu'au bout du jour. J'apprends aussi à me lever avec lenteur, à ne pas hésiter de solliciter l'aide d'un bras combattissant quand mon corps dit sa fatigue et sa lassitude. J'apprends qu'il faut aimer, aimer encore et encore, chaque instant de cette vie qui m'a fait le cadeau de m'accompagner jusqu'à aujourd'hui. Il y a des rencontres magiques. Il y a des rencontres qui surgissent dans notre vie sans prévenir. Il y a des rencontres qui ont un caractère magique par la qualité de ce qu'elles révèlent en vous ou chez l'autre. Il y a des rencontres qui vous appellent du plus lointain de votre être, du plus lointain de votre histoire. Il y a des rencontres qui vont éclairer un parcours de vie d'une lumière féconde pour la transformer à jamais. Il m'arrive ainsi de rencontrer, au sens de découvrir, des personnes non à partir de ce qu'elles sont au moment d'un échange, mais dans un accord évident, spontané, avec ce qu'elles vont devenir ou avec ce qu'elles ont déjà été. Rencontres qui peuvent sembler au premier regard trop précoces, trop rapides, et qui vont cependant se révéler essentielles, décisives, car elles vont inscrire un message, donner un sens nouveau à mon existence ou à celle de l'autre. Et cela souvent à partir de deux directions opposées, l'une concernant l'avenir, l'autre le passé. Pour celle qui se rattache à l'avenir, tout se passe comme si l'attirance, le contact, se faisait à partir d'une potentialité en devenir chez l'autre ou en moi-même, et qui attendait pour se révéler, pour apparaître au grand soleil de l'existence, justement, la rencontre qui vient de se faire. Il ne s'agit ni de voyance, ni de prémonition, seulement d'intuition,
d'une sensibilité réveillée, aiguisée, d'une anticipation vibratoire qui va créer des liens subtils, qui jettent des passerelles sur lesquelles vont circuler des énergies nouvelles, des forces de changement, des interpellations ou des découvertes stimulantes. Rencontres étonnées, porteuses de possibles, chargées d'élan, de mouvements imprévisibles, d'une créativité inouïe. Cet ami me disait, j'avais le sentiment que rien de ce qui me concernait n'avait échappé à cette personne que je voyais pourtant pour la première fois, et ses premières paroles me confirment que c'est une vérité personnelle qui peut parfois se trouver en contradiction avec les comportements, les attitudes que nous proposons ou les choix de vie dans lesquels nous nous engageons. Oui, la recherche de la vérité n'est pas un choix évident. Pour certains, il est préférable de ne pas savoir, de ne pas voir, de ne pas entendre, car cela entraînerait trop de conflits intrapersonnels. Depuis quelques années, je découvre que je ne cherche pas la vérité en écoutant la radio ou la télé. Je cherche la confirmation de ce qui me convient, de ce qui rejoint mes idées, et même si je n'ose me l'avouer, cela me rassure, me disait cet ami. Je sais qu'elle me ment quand elle me dit être en week-end chez des amis, mais je préfère la croire. Je ne veux pas savoir si elle a un amant ou pas. Cela m'obligerait à faire des choses, non par rapport à elle, mais par rapport à l'image que j'ai besoin d'avoir de moi. Oui, la vérité d'une situation contient des contradictions qui sont parfois explosives. Ainsi, en cherchant la vérité sur ses origines, cet homme va rencontrer son géniteur et découvrir que la femme qu'il a aimée quelques années auparavant était en fait sa demi-sœur. Certains exigent non seulement la vérité, mais toute la vérité, comme si le fait de la posséder en entier était garant de sa valeur. Mais ils vont hésiter aussi à l'entendre. Quand cette fille interroge ce père sur son divorce d'avec sa mère, quelques 20 ans auparavant, et qu'elle exige « Dis-moi la vérité, papa, toute la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre toi et maman ? Tu veux vraiment la vérité ? Je veux ce qui me fera le moins mal en pensant à toi, en pensant à elle. Alors, je ne peux pas te dire la vérité, car nous nous sommes comportés à cette époque, l'un et l'autre, comme des sauvages sans pitié. Non, je ne peux pas te dire cette vérité-là. La vérité est à rechercher avec courage et lucidité, même si elle se révèle souvent difficile à entendre. Il y a des vies étonnantes. C'est sa petite nièce qui m'a parlé de son grand-oncle, le docteur Chesnov, qu'elle appelait familièrement Nunky. J'ai trouvé ce qu'elle m'en a dit si étonnant, si passionnant, que j'ai voulu en garder la trace. Mon oncle, que nous appelions Nunky, était d'origine lituanienne, mais il avait fait ses études de médecine à Moscou et s'était spécialisé dans les maladies vénériennes. Il fut l'un des médecins qui soigna Lénine pour sa syphilis durant les dernières années de sa vie. Mais après la mort de Lénine, ne se sentant plus en sécurité, après la mort de celui qui avait mis sa vie entre ses mains et qui n'était plus là pour le protéger, alors il émigra en Italie et dut recommencer ses études de médecine pour pouvoir pratiquer son art et sa passion, apaiser la souffrance. Avec l'arrivée de Mussolini au pouvoir, il dut s'exiler à nouveau et il partit en Angleterre. Et là encore, il dut recommencer ses études de médecine
pour pouvoir exercer sa vocation. Il avait souvent pesté en russe, en italien, en anglais, parfois en allemand, contre l'absurdité des contraintes qui l'infantilisaient, mais il n'hésitait jamais à partager son savoir et son immense expérience avec les professeurs qui étaient chargés de valider sa formation. Enfin stabilisé à Londres, il fut tout le reste de sa vie un homme rempli d'humanitude. Tard dans la nuit, après sa journée d'hôpital, il soignait à son domicile, gratuitement, les prostituées et les chauffeurs de taxi atteints de maladies vénériennes. Pour ces malades du soir, comme il les appelait, il utilisait beaucoup de traitements de type placebo, en disant « Les gens qui se croient malades ont besoin de parler, alors je les écoute. » Et quand nous prenions un taxi, ajouta sa nièce, la plupart des chauffeurs le reconnaissaient et s'écriaient en riant à gorge déployée. « Hello, docteur, vous acceptez enfin de me consulter dans mon taxi ?» Ils étaient fiers d'être soignés par le médecin qui avait eu Lénine comme patient. Il ne lui faisait jamais payer sa course. Mon grand-oncle n'était pas très grand. J'avais 12 ans à l'époque, il avait la même taille que moi. Mais il était large et costaud, avec une chevelure très abondante, comme en portent aujourd'hui certains Afro-Américains. Il disait de sa sœur, qui était ma grand-mère, « Tu sais, c'était la plus belle fille de Riga. Ton grand-père a fait sa conquête en empruntant 4 chevaux et un tilbury anglais, et en pensant plusieurs fois par jour durant 3 jours sous ses fenêtres, debout, en hurlant à ses chevaux des ordres dans une langue qu'il avait inventée pour la circonstance. Ta grand-mère était séduite par sa voix et surtout par l'assurance avec laquelle il parlait aux chevaux. Mon grand-oncle était très distrait. Il adorait faire la cuisine et mettait pour cela un immense tablier rouge. Il n'était pas rare de le voir partir à l'hôpital le matin en tablier, oubliant son veston. Quand il mourut, ils furent nombreux ceux qui l'accompagnèrent au cimetière. Et sa nièce ajouta, « Cet homme ne fut jamais célèbre, mais dans mon cœur, il l'est, car c'était un homme de cœur et d'humour, qui savait partager son savoir. » Nous croisons parfois quelqu'un sans lui accorder un seul regard. Nous échangeons quelques phrases banales avec une personne rencontrée lors d'une soirée. Nous vivons parfois des années près d'un homme ou d'une femme, et nous restons souvent à la périphérie de sa vie, à la lisière de son existence, au bord de ce qui fut essentiel ou extraordinaire, douloureux ou merveilleux pour cette personne. Oui, il y a beaucoup de vies étonnantes, dont le souvenir va mourir avec ceux qui les ont vécues. Enfant d'aujourd'hui. Mère, que je n'avais rien à lui cacher, qu'elle entendait sans que je dise, qu'elle écoutait avec son regard au plus profond de moi. Et puis il y a aussi les rencontres liées au passé. Il y a une indicible ferveur à se découvrir dans l'attention, l'écoute, la présence vigilante de l'autre. Rencontres incroyablement confiantes, d'une spontanéité si ouverte qu'elles autorisent en quelques instants les partages les plus fous, les abandons les plus spectaculaires, les élans les plus audacieux. Avec ces rencontres-là, tout se passe comme si un savoir intime, très ancien, reliait les deux personnes qui se rencontrent enfin aujourd'hui, à partir d'une connaissance. Naître avec, connaissance, confiante, qui levait toutes les inhibitions. Dès que je l'ai vu, je me suis senti autorisé à lui parler, à partager avec lui ce que je n'avais jamais osé dire ou faire avec personne d'autre avant. Dès notre premier regard, c'est comme si on faisait l'amour avec les yeux.
Je l'accueillais, il m'accueillait sans aucune réserve, avec un abandon total. J'ai su tout de suite que c'était avec lui que j'avais envie de faire un bout de chemin. Tout se passe donc comme si ces deux personnes se retrouvaient après de nombreuses vies d'absence, retrouvailles nécessaires de deux êtres, même si c'est la première fois qu'ils se voient. Je ne crois pas que cela relève des vies antérieures, mais plutôt d'un accord vibratoire, très ancien, archaïque, universel, participant d'un savoir immémorial qui, à ce moment précis, se focalise sur deux personnes. Comme si deux vibrations émises il y a fort longtemps, après avoir voyagé, arrivé enfin à destination, pouvaient se rencontrer, se rejoindre, s'unir, tels deux notes qui vont s'accorder, s'harmoniser pour produire un son unique, nouveau, chargé d'une énergie, d'une dynamique qui transcende le moment présent, l'unifie et le relie à un tout beaucoup plus vaste que ces deux personnes. Dans ce type de rencontre, surgit le sentiment d'une réconciliation spontanée avec le meilleur de soi et de l'autre, dans laquelle les tâtonnements, les apprivoisements, les hésitations ne sont plus nécessaires. Il n'y a pas d'erreur d'aiguillage, seulement une errance qui se termine avec le sentiment d'une rencontre juste, nécessaire, inscrite dans une évidence émouvante et sereine à la fois. Je souhaite à chacun de pouvoir accueillir dans sa vie l'éruption de l'une ou l'autre de ces rencontres et d'entrer dedans avec tout son cœur. Au-delà de l'étonnement, de la surprise, encore faudra-t-il accepter de se faire suffisamment confiance pour entrer dans le tourbillon d'un imprévisible qui vous accueillera avec tout l'amour et l'immense générosité que récèle la vie. La recherche de la vérité. Ce qu'il y a de difficile parfois dans la recherche de la vérité, c'est que quelquefois on la trouve et qu'on peut la trouver là où l'on ne souhaitait pas nécessairement la rencontrer. J'ai demandé à ma compagne ce qui n'allait pas entre nous depuis quelque temps. Qu'est-ce que j'avais pu faire ou ne pas faire qui avait pu la blesser? C'est alors qu'elle me révéla qu'elle avait commencé notre relation qui prenait de plus en plus de place dans son cœur. Je me demande encore si je n'aurais pas préféré ne pas savoir, car cela m'a mis devant un choix que je n'étais pas prêt à faire. Parfois dire la vérité, quand on prétend la détenir, c'est prendre le risque de ne pas être entendu. Ce ne seront pas les éléments que vous avez proposés qui seront contestés, mais c'est celui qui va les révéler qui se trouvera confronté à des reproches, des critiques ou même des accusations. Quand j'ai voulu exprimer, dans une lettre adressée à mon père, l'angoisse et la souffrance que j'avais ressenties à partir d'un geste incestueux qu'il avait déposé sur mon corps d'enfant à 11 ans, ma mère intercepta la lettre et m'accusa de ne pas aimer mon père, de vouloir le rendre fou, me disait cette jeune femme. Quand j'ai cherché à comprendre pourquoi mon chef de service harcelait avec tant de hargne une de mes collaboratrices, c'est moi qu'on a accusé de vouloir saper le moral de mes collègues, de déstabiliser le service et de risquer de donner une mauvaise image de l'entreprise. Cet autre me dira, plein de signes auraient dû m'alerter venant de sa part, ou même des voisins, et pourtant
Je les interprétais chaque fois dans un sens qui devait confirmer mon aveuglement. Quand, après 2 ans, je découvris que celle que mon mari m'avait présentée comme sa cousine et collaboratrice était en fait sa maîtresse, cela me tomba dessus comme une bombe. Mais je devais être certainement prêt à cette découverte, car j'ai pris la décision de le quitter en quelques jours, ce que je n'aurais jamais pu faire avant. J'ai recommencé à fumer alors que je m'étais arrêté depuis 5 ans, le jour même où la femme que j'avais rencontrée quelques mois auparavant me déclara son désir de vivre avec moi. Je ne me sentais pas prêt, mais je n'osais pas lui dire. Quelque temps après, j'ai commencé à avoir des pannes sexuelles. J'en suis toujours là. Je n'ai pas encore pris le risque de lui dire que la vie en commun avec elle n'est pas mon choix pour l'instant. Je ne sais comment lui dire ma vérité. C'est ma grand-mère qui disait « Nul n'est plus sourd que celui qui entend ». Je crois qu'elle faisait référence à cette difficulté qui nous est propre de ne pas vouloir entendre ce qui pourrait remettre en question des attachements, des croyances, des choix de vie. Le ressenti intime constitue Je suis étonné par la créativité, les capacités d'adaptation, le sens de l'improvisation des enfants pour faire face à l'imprévisible de la vie. Cela me chagrine parfois ou m'enthousiaste, mais c'est toujours une leçon pour rester ouvert ou attentif aux enfants qui seront les adultes de demain et qui auront à transformer, à améliorer ou à maltraiter ce monde qui sera celui de leur enfant à venir. Devant un rayon de supermarché, une petite fille, 8 ans à peu près, réclame à sa maman une paire de lunettes roses qu'elle montre du doigt. La mère refuse. La fillette croise ses bras sur sa poitrine, se plante devant le rayon et s'écrie « Vivement que je sois au chômage pour que je puisse m'acheter ce que je veux !» À la caisse d'un grand magasin, un enfant, 6-7 ans, réclame un paquet de bonbons dont il s'est emparé dans le présentoir. La mère refuse. Il insiste. Nouveau refus. Il s'écrie alors « Si tu ne veux pas, attention à toi, je compte 1, 2, 3 et puis je crie !» La mère obtempère et achète les bonbons. Il y a parfois des enfants qui sont des terroristes relationnels. 2 enfants parlent ensemble sous le préau de l'école. C'est une fille qui chuchote. « Tu sais, mes parents, c'est un peu comme les tiens. Ils sont divorcés. C'est triste qu'ils soient divorcés, tu trouves pas? Maintenant, ils ont chacun un appartement. Mais parfois, mon père, quand il est seul, il vient dormir quand même avec ma maman. » Et cet enfant, dernière année d'école maternelle, qui se plaignait à sa mère. « C'est pas marrant l'école, on ne fait que jouer, on n'a même pas le temps de s'amuser. » Au moment de l'affaire Dutroux en Belgique, dans la cour de récréation, certains enfants avaient inventé un nouveau jeu. Un garçon s'est lancé en criant « Je suis Dutroux, je suis Dutroux » et se précipitait sur les autres. Celui ou celle qui était saisi se mettait à crier « Je ne veux pas, je ne veux pas !» Et Dutroux lui disait avec une voix grave, en la saisissant pour la mener dans un coin de la cour surnommée depuis quelques jours la cave à Dutroux, « De toute façon, personne ne t'entendra. » Ainsi certains enfants, à l'aide de certains jeux, arrivent comme ça à affronter un réel qui autrement serait insupportable. 4 ou 5 petites filles jouent à la marchande. Elles ont des faux billets et chacune est à la fois vendeuse et acheteuse. Il y a la boulangère, l'épicière, la pharmacienne et la dame des parfums. Celle-ci a bien perçu que les parfums sont plus chers que tous les autres produits, ce qui fait qu'elle encaisse plus d'argent. Cela met les autres en difficulté pour pouvoir acheter. À un moment donné, elle leur dit « Mais vous pouvez aussi payer avec du vrai argent. »
Celle-ci était très réaliste. En maternelle, un petit garçon annonce que bientôt, il va avoir une petite sœur. Aussitôt, une petite fille à côté de lui enchaîne. « Moi aussi, je vais avoir une petite sœur. Malheureusement, la mienne n'aura pas de papa, parce que mon papa, il a frappé ma maman, il y avait du sang dans la baignoire, et maintenant il est en prison. Et ma maman, elle a dit qu'elle ne voulait plus le voir. » Mais l'autre soir, elle pleurait et elle disait « Quand c'est qu'il va revenir ?» Je me rassure en me disant que si un enfant peut mettre des mots sur quelques-unes des contradictions ou certaines horreurs de la vie, tout n'est pas perdu. Peut-être arrivera-t-il à traverser tout cela sans trop de risques. Clin d'œil malicieux au bonheur. Ah bonheur, combien sommes-nous à te rechercher, à te traquer, et combien sommes-nous à ne pas savoir te garder ou simplement te protéger quand tu es là. Bonheur que nous maltraitons et violentons avec un aveuglement ou une sincérité épouvantable. Bonheur, tu dois le savoir, tu restes un rêve vital pour beaucoup d'entre nous, un objectif central pour d'autres ou un enjeu désespéré pour quelques-uns. J'ai envie aujourd'hui de m'adresser directement à toi, comme à une personne vivante, un peu fantasque, imprévisible, mais toujours fiable, tellement émerveillante quand tu es là toute proche, présente, autour de nous ou en nous. Bonheur, tu es pour moi semblable à un accord au sens musical du terme. Un accord total, plus ou moins fugace, qui va me donner le sentiment, dans un instant de ma vie plus ou moins durable, que je suis accordé, et cela sur plusieurs plans, accordé à l'intérieur de moi, entre ce que je dis et ce que je pense, entre ce que je ressens et ce que je fais, accordé aussi avec l'extérieur, entre le plaisir d'être qui m'habite et le plaisir et le bien-être de ceux qui m'entourent. Tu le sais, bonheur, tu ne peux pas rester inscrit dans mon seul ressenti. Tu as besoin de te partager, de raisonner et de t'amplifier avec les personnes aimées ou proches de mon entourage. Je crois que tu as besoin de te répandre, avec subtilité et discrétion, pudeur et générosité, abondance et réserve. On me pose beaucoup de questions sur toi. On me demande souvent, mais comment peut-on être heureux? Comment peut-on rencontrer le bonheur? Moi, je ne peux pas parler pour toi, alors je réponds avec une fausse gravité. Être heureux, c'est déjà renoncer à être malheureux. Le bonheur viendra en plus. J'ai effectivement remarqué que nous sommes d'une habileté incroyable pour nous auto-saboter, pour maltraiter la vie qui est à nous, pour ne pas entendre les besoins réels de notre corps, par exemple, en confondant nos désirs et nos besoins, en déplaçant sur le plan des sentiments ce qui est de l'ordre de la relation, et vice-versa, en nous laissant trop souvent définir par les autres, en n'osant pas nous affirmer de peur d'être rejetés, moins aimés, jugés ou critiqués, en nous laissant trop persécuter par le passé, ou en fuyant dans un avenir de carton-pâte, ou encore en étant aveugle, sourd, muet, anesthésié, face à quelques-uns des étonnants miracles de la vie. Nous avons, bonheur, tu le sais encore, une créativité